Le capitalisme total, 15 ans après. Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Levade, je lis, a été directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, 1981-1983. Il a ensuite présidé certaines des plus grandes institutions financières de notre pays, Suez, UAP, Crédit Lyonnais. Longtemps professeur d'économie à l'École Polytechnique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Le capitalisme total, sur l'évolution du capitalisme contemporain. Vous êtes aujourd'hui consultant. Je suis ravi de vous recevoir pour faire ce bilan, 15 ans après, votre regard sur le capitalisme total. On va peut-être rappeler d'abord ce que vous nous prophétisiez dans Le capitalisme total. C'était il y a 15 ans, parce que vous l'écriviez il y a 15 ans. Il a été publié en 2005, mais c'était 2003. Il y a 15 ans, oui, dans la conclusion, si je me souviens bien. M'appuyant sur une analyse de Raymond Aron, je prévoyais un espèce de totalitarisme anonyme dans lequel le désir individuel d'enrichissement sans limite deviendrait une espèce de valeur universelle. Ultime. Donc c'était la bonne description, si je puis dire, il y a 15 ans, de ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de cordée, la théorie du ruissellement, etc. Ce que je n'avais pas prévu, ce sont les conséquences sociologiques et politiques de ce type d'évolution. Alors si vous permettez, j'ai commis une deuxième erreur, j'ai présenté ce capitalisme comme universel. À l'époque, en fait, c'est le capitalisme anglo-saxon, au sens strict du terme, c'est-à-dire les États-Unis plus la Grande-Bretagne. Je parlerai, si vous le voulez bien, tout à l'heure d'une autre forme de capitalisme où ce type de problème n'existe pas. Donc, le capitalisme américain, il n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est un capitalisme qui est complètement dominé par les actionnaires et où l'entreprise n'existe que comme objet permettant d'asseoir l'enrichissement des actionnaires. Ça a plusieurs conséquences macroéconomiques. Le taux de rentabilité des fonds propres est très élevé, beaucoup plus élevé que... Le fameux 15%. 15%, dont j'avais parlé très très tôt. Les entreprises aux États-Unis ne savent plus très bien quoi faire de leur argent. Elles sont en situation de surliquidité aujourd'hui. Elles n'ont plus d'argent qu'elles n'en ont besoin pour investir, ou elles n'investissent pas assez par rapport aux ressources qu'elles ont. Elles rachètent des actions, ce qui a pour effet de faire croître la valeur des actifs. Donc les financiers sont très contents. Et les épargnants, il ne faut jamais oublier que le système, il part de l'épargnant. Je confie mon argent à un gestionnaire qui considère que son boulot, c'est d'aller chercher la rentabilité la plus élevée possible. Donc c'est tout le système qui fonctionne de cette façon. Donc les actions montent. Naturellement, c'est un capitalisme où le pouvoir syndical est quasiment inexistant, extrêmement faible. Donc pendant les 15 ans dont on vient de parler, les inégalités se sont beaucoup creusées et, ce que je n'avais pas prévu, le salaire réel moyen des entreprises américaines, pratiquement, n'a pas bougé. Et donc la conséquence de ça, c'est une instabilité politique et sociologique. Je veux dire, Trump est le résultat nécessaire, si je puis dire, de cette évolution-là du capitalisme. Donc, de ce point de vue-là, je vais dire avec un brin de vanité que ce bouquin était assez bien vu, si je puis dire, ou avait une bonne vision de ce qui allait se passer, à partir de l'analyse de ce qui existait à l'époque. Simplement, ce que je voudrais ajouter, je viens de sortir un deuxième livre, il y a quelques mois, qui est là, qui s'appelle « Changer ou disparaître », adresse au patronat. Donc, vous voyez, la cible est clair. Le message est clair. Nous avons, en Europe, dans toute l'Europe du Nord, un capitalisme qui fonctionne depuis longtemps. Au Danemark, c'est depuis le début du XXe siècle. Aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aux Pays-Bas, en Suède, c'est depuis les années 1960, 1980. Nous avons une forme de capitalisme où, contrairement à ce que nous connaissons, nous, les patrons français, ils rêvent d'être aux États-Unis. Ils rêvent d'un capitalisme dans lequel ils aient tous les pouvoirs, pas de syndicats, et où ils seraient maîtres complètement du jeu. Nous avons dans tous ces pays-là un capitalisme qui n'est pas un capitalisme conflictuel
entre les salariés et le capital, c'est un capitalisme de coopération entre salariés et management ou salariés et actionnaires. Et quand on parle aujourd'hui de la loi Pacte, des changements d'intitulé, de ceci, de cela, auquel moi je ne comprends à peu près rien, je pense que tout ça c'est de l'habillage, hein, c'est pour ne pas dire de l'enfumage. Dans tous ces pays, la loi dit que les seuls critères de décision des partenaires sociaux, quels qu'ils soient, quel que soit leur rôle dans l'entreprise, des actionnaires, de la direction, des salariés, des syndicats, le seul critère commun de prise de décision, c'est l'intérêt de l'entreprise. Point. Et donc, à partir de là, vous avez un système qui couvre quand même à peu près le quart de la population de l'Union européenne, hein, toute l'Europe du Nord, hein, Allemagne, Pays-Bas, tous les pays scandinaves, où la règle dans l'entreprise, la règle absolue, c'est la co-décision. Il n'y a pas une décision importante qui ne soit prise sans l'accord des deux parties. Et donc quand je vois d'un côté qu'on a un problème, nous, pour vivre notre capitalisme, pour la lutte des classes, qu'est-ce qui va se passer demain, la loi Pacte, la participation, le manque de confiance, les conflits, et que de l'autre côté de la frontière, on a un modèle qui marche et qu'on ne se pose même pas la question, qu'on n'a pas la curiosité d'aller voir ce qui marche, je me dis décidément, on est vraiment très atteint. Vous annonciez la fin du modèle rhénan dans la première partie. Non, vous la fin proposez le retour. Si, c'était votre premier chapitre. Le premier, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, vous savez ce qui s'est passé? Il y a 15 ans. Oui, pourquoi je l'ai annoncé? Parce qu'il y a 15 ans, ce modèle qui était unique, il n'y avait pas eu encore la vision complète des mêmes développements dans d'autres pays autour, ou en tout cas moi, je n'en avais pas une connaissance suffisante, mais à l'époque, le patronat allemand était en train d'essayer de tuer la cogestion. À l'époque, le patronat allemand lui-même était fasciné par l'évolution du capitalisme américain. Et donc, il y avait des critiques extrêmement fortes contre le capitalisme rhénan de la part des chefs d'entreprise, au point d'ailleurs qu'on pourrait interpréter à certains égards la création de la société européenne comme un moyen pour le patronat allemand de sortir des règles de la cogestion. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que le patronat allemand a changé d'avis. C'est-à-dire que le patronat allemand, aujourd'hui, a pris conscience que la co-gestion telle qu'elle est pratiquée en Allemagne est en fait un facteur de compétitivité. Je ne suis pas en train de dire il faut mettre fin à la lutte des classes parce que c'est mieux d'être tous d'accord entre nous, bisounours et compagnie. Je dis simplement, tous ces pays de codécision, ils ont tous des performances économiques qui sont supérieures aux nôtres. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Si dans tous ces pays, la situation budgétaire est meilleure que la nôtre, la balance commerciale est excédentaire, le PIB par tête est supérieur au nôtre, le taux de chômage est voisin du minimum, et cerise sur le gâteau, je dis ça pour mes amis de gauche, le taux d'inégalité est inférieur au taux français, sauf en Allemagne, où il est au même niveau. Nous pourrions arrêter là l'interview, mais j'ai encore une question. Je vous en prie. Vous avez évoqué à 2 reprises les patrons français et leur American Dream, ouais. Voilà, hein, et qui n'est pas très loin de ce qu'évoque Raymond Aron en conclusion, en référence à Tocqueville. Donc les aristocraties remplacées par la tyrannie de la majorité, donc la démocratie. Et les patrons allemands, dont vous nous dites, ils ont peut-être profité, entre guillemets, de la société européenne pour s'extraire des règles de la coalition, et ils reviennent. Ils reviennent. Entre 2005, date de publication de cet ouvrage, et aujourd'hui, il y a eu une crise. Comment on doit lire ce que... C'est un des grands sujets. Comment vous l'avez, vous, vécu, interprété, la question de la responsabilité de ceux qui étaient aux manettes dans cette période que vous nous décriviez, que vous prophétisiez, voilà, quel jugement vous portez sur ce point-là? La crise est clairement, de mon point de vue, une crise de la finance. C'est pas une crise économique, ça n'est pas une dépression économique qui se répand, ça n'est pas
un système commercial mondial qui se décompose. C'est vraiment une crise de spéculation financière avec un défaut fondamental de régulation. Une défaillance de régulation aux États-Unis, plus une erreur de jugement aux États-Unis. Donc la responsabilité des autorités monétaires et financières dans la crise de 2007-2008 est gigantesque. De la même manière d'ailleurs que dans la crise de 29. Quand je pense à l'économie réelle, les patrons de l'économie réelle, ils ont essayé de faire face, et je dois dire qu'ils y ont quand même pas mal réussi. Le système économie réelle a tenu. Le taux de dépression qu'on a eu a été finalement modéré. Alors bien sûr, il y a eu une énorme alimentation de monnaie par les banques centrales, il y a eu un énorme déficit budgétaire partout dans le monde. Il y a des pays qui en sont sortis assez vite, les pays sérieux, il y en a d'autres comme le nôtre qui malheureusement se débattent encore. Mais je trouve que la résilience de l'économie réelle a été assez remarquable par rapport à une crise financière dont la responsabilité me paraît personnellement évidente. Il y a quand même une catégorie, c'est l'industrie financière, il y a des banques. Vous avez été président de banque. Oui. Vous évoquez les banques dans votre ouvrage. J'ai dit à l'époque qu'il y avait au départ un défaut de régulation de la part des États-Unis. J'ajoute, et je suis prêt à le répéter devant vous, aujourd'hui, ça n'est plus à la mode. Bon, mais j'ai toujours dit personnellement qu'il fallait, pour des raisons de régulation et de diminution du risque, séparer les banques classiques de dépôt et de crédit des banques dites d'investissement. Séparer la partie, pour revenir au début de notre interview, séparer la partie... Protéger l'épargne. Protéger l'épargne d'un côté, et puis l'épargne investie en bourse d'un côté, et puis de l'autre côté, l'épargne déposée. Il faut séparer les deux. Les populations sont différentes, les états d'esprit sont différents. C'est très difficile de faire vivre dans un même ensemble, de façon homogène, des gens qui ont des structures mentales complètement différentes. Les gens qui sont en banque d'investissement, ils sont dans la conclusion de mon petit livre, ils rêvent de faire fortune à titre individuel. Donc la notion d'esprit d'équipe, ça n'existe pas. La banque traditionnelle, elle appartient à l'économie réelle. Et donc, si je reviens d'ailleurs à la distinction de tout à l'heure, vous parliez des patrons allemands qui ont été tentés à un certain moment. Quand on regarde le patronat scandinave ou néerlandais ou allemand par rapport au patronat français, ce qui me frappe beaucoup, je dis ça avec un sourire parce que peut-être quand j'étais patron, j'avais de ce point de vue-là une petite différence par rapport à mes congénères. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans tous ces pays-là, le patron, le directeur général, d'abord il n'est pas président, il n'est pas PDG. Le PDG, c'est une invention française. C'est une invention du régime de Pétain, au passage. Donc le PDG, ça n'existe pas dans ces pays-là. Il y a un président de conseil de surveillance qui n'a pas de pouvoir exécutif. Il y a un directeur général. Le directeur général, c'est un chef d'équipe. C'est un capitaine d'équipe. Et le capitaine d'équipe, sa préoccupation numéro 1, c'est que tous les joueurs jouent la même partie. Alors qu'en France, le PDG, c'est le monarque, c'est Jupiter. Et donc, cette distinction en elle-même explique, de mon point de vue, la différence de performance économique et le fait qu'il soit très difficile en France de mettre toutes les parties autour de la même table. Changer ou disparaître. Changer ou disparaître. Adresse au patronat. Adresse au patronat. Le capitalisme total à relire absolument. Voilà. Merci. Ouvrage de 2005. Merci. Jean-Pierre Leval.